Et c'est bon, on est ensemble. Bienvenue dans ce deuxième numéro de La Touche Animale. Je suis ravie de vous revoir. Je vous rappelle que La Touche Animale est en partenariat avec Woopets et vous pouvez retrouver tous les épisodes en replay directement sur le site internet de Woopets, donc généralement le lendemain de la sortie. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de La Touche Animale, on va parler de, évidemment, nos chers animaux de compagnie et comment les occuper lorsque nous sommes absents, que ce soit en déplacement, au travail, etc. Et donc, je vais être rejoint par Marion Ruffier et Chloé Fesch. Alors, Marion, elle a l'entreprise Absolument Chat. Elle est comportementaliste féline et Chloé Fesch, elle est éducatrice canine et comportementaliste. Et elle travaille pour Nature de Chien. On a Chloé qui arrive. Salut! Salut Chloé, comment ça va? Ça va et toi? À la forme. Je vois que Marion a levé la main pour participer, mais elle est repartie. Donc, elle va nous rejoindre sans souci. Chloé, du coup, je te laisse te présenter à la communauté brute. Allez, super. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Merci, Johan, pour ton invitation. Et donc, moi, je suis éducatrice canin depuis un peu plus de 13 ans maintenant. Je suis formatrice à ce métier. Je suis auteure. Voilà, je fais plein de choses vraiment sur la partie éducation de nos toutous. Et je suis spécialisée en éducation positive. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous donner tous les conseils concernant nos amis des chiens. Chloé, tu peux peut-être justement préciser ce que c'est l'éducation positive finalement? Tout à fait. Donc, en tant qu'éducateur, on a plusieurs méthodes d'éducation. Et moi, je me suis spécialisée en éducation positive, comme je vous le disais. Le concept, c'est très simple. C'est vraiment de faire attention aux émotions du chien quand il est en train d'apprendre. Donc, ce n'est pas le gaver de friandises, c'est pas ne jamais lui poser d'interdits. C'est vraiment pas du tout ça. C'est souvent des clichés qu'on entend, mais qui ne sont pas du tout ce qu'on fait. C'est vraiment juste comprendre que chaque apprentissage est lié à une émotion. Et nous, dans notre travail, on va vraiment faire attention à ça pour que le chien soit dans la meilleure émotion possible durant ces séances d'apprentissage, pour que la motivation soit au rendez-vous et que la relation maître-chien soit vraiment très très forte, qui est finalement une base de beaucoup de méthodes d'éducation. Enfin, en tout cas, ça devrait être une base de beaucoup de méthodes d'éducation. Donc, on est d'accord, on ne fera pas l'animal, pas de ce qu'on appelle les coups de sonnette. Alors, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est un coup de sonnette. Tu peux peut-être expliquer d'ailleurs ce que c'est le coup de sonnette, Chloé, puisque Alors, c'est toi experte en éducation canine. ouais, c'est une méthode qui consiste à utiliser souvent des colliers étrangleurs, donc des colliers chaînettes, et le but étant de mettre une petite saccade, donc une petite tension très rapide sur la laisse qui va finalement avoir un côté un peu de resserrer le collier très rapidement. Et donc c'est une punition, le chien va avoir un désagrément quand il vit ça, hein, on se doute bien. Et pour éviter d'avoir cette sanction, on a des chiens qui vont éviter certains comportements. Mais en fait, le problème de cette méthode, même si elle marche, hein, je ne dis pas le contraire, c'est qu'elle va énormément stresser l'animal. Et en plus, vous êtes un peu l'auteur de cette sanction, votre chien va vous associer à ça. Et sachant qu'il y a plein d'autres façons de faire qui sont bien plus agréables et pour le chien et pour le maître et qui fonctionnent tout aussi bien, voire même mieux, voilà, moi j'ai décidé d'aller sur ce genre d'approche en effet. Oui, puis il n'y a pas la même relation, j'imagine, avec le chien. Enfin, c'est même pas j'imagine, je le sais. Il y a pas la même relation. Tu développes pas du tout la même relation. Évidemment, tu contrains ton animal, tu le frappes, etc. Quand tu crées de la complicité et que tu le fais justement à base, comme tu le disais, de jeu, de friandises, d'harmonie et de confiance, tout simplement. C'est ça, le but c'est juste de trouver ce qui motive le chien et de jouer là-dessus. Puis en fait c'est un peu comme pour nous les humains, hein. On a tous eu à l'école un professeur qu'on a moins aimé, on était sûrement un peu moins bon dans cette Ouais, matière que quelques-uns. voilà, vraiment des professeurs hyper fun qui savaient nous motiver de la bonne façon. C'est un peu on peut facilement avoir de l'empathie en fait pour ces méthodes parce que nous-mêmes en tant qu'humains on apprend et on a ce même type de mécanisme en quelque sorte, même si bien sûr on a de grosses différences avec nos amis les chiens, mais beaucoup de choses dans l'apprentissage sont en fait applicables à toutes les espèces qui peuvent apprendre, les chiens, les humains, les animaux dans les zoos, etc. Enfin, c'est vraiment très populaire quand on commence à s'y intéresser en fait. Canon. Merci Chloé. Marion, je te laisse te présenter. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Marion Ruffier, donc je suis Est-ce que Marion, comportementaliste. tu peux rapprocher juste un peu ton téléphone pour qu'on t'entende un peu mieux? Ah, Ah, mais vous m'entendez pas avec le c'est micro? peut-être les écouteurs. Non, on t'entend un peu. Ça va, hein, mais on Alors, t'entend. On j'enlève pourrait, les je pense, écouteurs alors. peut-être, ouais. D'accord. Je vais enlever les écouteurs. Est-ce que c'est mieux? Ah c'est carrément mieux. Ah alors comme quoi, vraiment? Oui, tu Ça, vois, c'est bien de le finalement, savoir. parfois on pense que. Hop. Mais non. Ouais, je pensais que le son serait meilleur. Donc, pardon, je m'appelle Marion Ruffier, donc je suis comportementaliste spécialiste du chat. Voilà, je suis aussi auteure de plusieurs livres, je fais aussi des formations en ligne.
Voilà, consultante pour les médias. Et puis, un peu comme Chloé, moi, je suis vraiment dans le côté positif. Juste dans parce que de toute manière, la punition, et c'est pareil, je pense que c'est vraiment pareil, que ce soit chien ou chat, on obtient, moi je trouve qu'on n'obtient rien de bon. On a l'impression qu'on obtient des choses avec la punition, mais c'est que des impressions. Et c'est vraiment dommage, tu l'as très bien dit aussi, Johan, la relation qu'on va tisser avec son animal, c'est plus rien à voir. Et moi, ce que j'adore dans mon boulot, au-delà du fait de résoudre les problèmes de pipi caca en dehors du bac, d'agressivité, tout ça, c'est justement la relation qu'on va avoir avec son animal, qui peut être vraiment très précieuse quand on connaît son animal, qu'on le respecte dans ses besoins. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur. Eh ben, merci les filles pour la présentation. Et alors aujourd'hui, on est réunis pour parler d'occupation de nos amis de compagnie, notamment quand on est absent, que ce soit évidemment la première cause, généralement c'est le travail, mais aussi ça peut être un déplacement, voilà, à la journée ou autre pour aller voir des amis, de la famille, faire des courses, etc. Et donc on va en parler pendant l'heure qu'on va passer ensemble. Donc la communauté, surtout, vous n'hésitez pas à vous poser des questions en commentaire et vous pouvez aussi participer au live si vous le voulez. Il suffit d'appuyer en bas de votre écran sur la main levée à droite en bas et vous pouvez vous joindre à nous, poser vos questions, échanger avec nous, nous donner tout simplement vos retours, etc. Vous, ce que vous avez trouvé pour occuper votre animal ou vous, justement, ce qui vous manque. Si votre animal fait des bêtises en votre absence, que ce soit un chien, un chat, et bien surtout, vous n'hésitez pas, vous nous posez vos questions et surtout, connectez-vous avec nous pour qu'on puisse échanger. Et alors, du coup, on démarre peut-être par les chiens, puisque Chloé, tu as démarré. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler un peu de justement quand on va acquérir l'animal, donc c'est-à-dire quand on va l'adopter, qu'il soit chiot ou adulte, peut-être qu'il y a à mettre en place de base pour éviter justement la destruction ou des syndromes d'hyperattachement, d'anxiété, tout ce qu'on peut avoir tout simplement lorsqu'on s'absente du domicile. Oui, et c'est un sujet important parce que souvent on attend d'avoir des soucis avec notre chien pour aller voir un éducateur ou se dire bon ok, il faut que je règle le problème, alors qu'en réalité il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites de façon plus proactive. Et l'une des premières choses, l'un des premiers conseils que je peux donner, c'est finalement avant d'adopter, de se poser vraiment des questions sur quel animal je vais adopter, quelle race, quelle lignée, quel individu, pourquoi, etc. Maintenant, quand l'animal est là, ou en tout cas quand on est on a déjà choisi qu'on allait adopter tel chien, tel ou tel chien, ce qui est très très important sur l'adoption, c'est de savoir que ça va vous demander du temps, et notamment les premiers jours, il est vraiment important d'avoir des jours consacrés à votre animal, donc prendre des congés ou être vraiment disponible pour lui, parce qu'il n'y a rien de pire que d'adopter un chien le samedi et de partir travailler le lundi 9h. On risque d'avoir beaucoup de problèmes liés à la solitude, parce que le chien n'aura pas juste eu le temps de s'attacher à vous, d'être rassuré, puis d'avoir appris à être seul sans vous, etc. Donc ça prend plusieurs... Et à l'inverse, tu me coupes si j'ai tort, mais il y a aussi le côté où si justement tu l'adoptes et que tu as un mois de vacances et tu es 24 heures sur 24 avec lui, c'est pas la bonne solution non plus. C'est exactement ça. En fait, il faut trouver l'équilibre entre je vais pas juste l'adopter et m'en aller, mais pas non plus je vais passer H24 mon temps avec lui et d'un coup aller. Il faut que ce soit vraiment progressif, il faut que ce soit bien réfléchi, c'est pas si compliqué que ça. En fait, en éducation, il y a une règle qui est assez simple. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup qui est la suivante, qui dit « Éduquer son chien, c'est simple, mais c'est pas facile. » Parce que les concepts sont hyper simples, mais c'est vrai qu'en pratique, des fois, on s'arrache un peu les cheveux. Et une des règles, un des secrets, progressif dans tout ce qu'on fait. En fait, pour la solitude, c'est un très bon exemple. Au début, un apprentissage de la solitude, il se fait en votre présence. Il se fait en fait quand vous êtes à la maison avec votre chien. Donc par exemple, en montant à l'étage et indiquant à votre chien de rester en bas, ou en rentrant dans une pièce et votre chien vous suivra pas, etc. Puis ça peut être des micro-absences ensuite. Vraiment, je vais chercher le courrier, je reviens. Et progressivement, on va mettre de la durée, on va mettre du temps d'absence plus ou moins long. Et il faut toujours vraiment doser par rapport à votre animal. Il y a des chiens, vous allez partir tout de suite très vite et assez longtemps et ils le vivront très bien. Et d'autres qui seront plus sensibles sur ça. Et donc, il faudra accorder un peu plus de temps, un peu plus de vigilance. Mais dans tous les cas, c'est possible. Les seuls cas où ça peut être compliqué, c'est, je pense à certaines races bien spécifiques. Par exemple, le chien loup de Saarloos. Lui, on sait que c'est une race qui est peu modelée pour être vraiment le chien de famille lambda. Et c'est vrai que sur ces chiens-là, on a un peu du mal à avoir des chiens qui vont être seuls à l'âge adulte sans souci. Donc, encore une fois, ça revient à mon introduction qui était faites attention aux chiens que vous adoptez, être sûr qu'il vraiment correspondra à votre mode de vie et à vos attentes. Donc, voilà déjà les petites choses que je peux dire. Mais on aura l'occasion sûrement de donner d'autres détails. Mais ces points-là sont déjà assez importants pour moi. Toi, merci beaucoup Chloé. Et Marion, du coup, c'est la même chose chez le chat?
Chez le chat, je dirais qu'il y a pour moi, il y a une petite différence dans le sens où... Alors après, moi, je recommande toujours d'adopter quand on a quelques jours quand même chez soi. Oui, bien sûr. Pareil. T'adoptes pas à 20h pour partir au travail à 8h, quoi. Ouais, voilà, il y en a beaucoup qui le font et ça se passe bien, mais franchement, c'est pas idéal. Après, avec la différence par rapport au chat, c'est que parfois, le chat, il va être plus à l'aise d'explorer son environnement quand il est tout seul, au calme, pour les chats qui vont être plus craintifs, que quand l'humain est là. Donc souvent, d'ailleurs, moi je dis, sur les premières nuits, de ne pas hésiter à laisser les chambres ouvertes, mais le chat, souvent, il va se promener la nuit parce que c'est calme, parce qu'on dort, donc on est inoffensif. Et c'est un peu différent, ça, du chien, qui lui a plus besoin, il est vraiment social, quoi. Le chat, c'est pas qu'il est pas social, on peut plus dire ça aujourd'hui, mais avec sa nature, il va prendre plus de temps tout seul. Ceux qui sont propriétaires et de chiens et de chats connaissent la différence, effectivement, même si tu peux avoir des sublimes relations avec les chats, et ça, j'en suis plus que convaincu, et ils vont peut-être venir nous dire bonjour d'ailleurs dans quelques instants, mais tu peux vraiment avoir une relation de fou avec un chat, mais c'est sûr que le chien a vraiment besoin d'une présence un peu plus importante que le chat, ça là-dessus, c'est évident. Et par rapport aux apprentissages aussi, c'est vrai qu'avec le chien, c'est pas du tout pareil pour le sortir, pour lui apprendre à aller faire ses besoins, alors que le chat, quand on fait tout bien dans les règles de l'art, il y va, c'est pas le même rapport là-dessus. Mais par contre, de la même manière, moi ce que je recommande quand on adopte, quand on a des vacances, parce que je trouve ça quand même sympa, d'avoir du temps devant soi, mais c'est aussi de ne pas être non-stop sur son chat, vouloir le parler, le porter, le caresser tout le temps. Il faut lui laisser faire sa vie, découvrir sa vie tranquille pour qu'il apprenne aussi à être autonome, à être, ce que je dis, indépendant émotionnellement. Très bien. Je vois Charlène qui met ses clients une vraie différence chien-chat. Charlène, alors pour le coup, Charlène, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui est propriétaire de beaucoup de chats et d'un chien. Donc Charlène, si jamais tu veux venir en parler avec nous pour nous dire comment est-ce que tu fais là une différenciation justement entre comment tu occupes ton chien et tes chats lors de tes journées, et on sait que tu as des journées bien chargées, et bien surtout n'hésite pas, tu viens avec nous, tu mets la petite main en bas à droite et tu te connectes avec nous et on en parle ensemble. Et en attendant, du coup, Chloé, qu'est-ce que tu peux donner comme astuce, par exemple, pour occuper son animal? Alors, pour un chien, en l'occurrence, il faut essayer d'être assez équilibré. Dans le sens où on a souvent l'impression qu'un chien, il doit courir, il doit faire des activités physiques, etc. Et en soi, c'est vrai. Mais on ne peut pas tout miser là-dessus. Déjà parce qu'on n'a pas forcément envie que notre chien, ce soit un super champion du monde de cardio. Et en fait, quand on commence à se dire, il faut que je le dépense et qu'on commence à prendre le vélo, on va vite se rendre compte que il va être beaucoup plus endurant que nous très vite et que ça va vite devenir, en fait, on s'est plutôt tiré une balle dans le pied, en fait, en faisant ça qu'autre chose. Donc, en gros, la dépense, elle peut être physique, bien sûr, mais elle doit aussi être olfactive, mentale. On peut mettre en place des stimulations aussi de mastication. Le chien a besoin de mastiquer, de mâchouiller des choses. Donc, il faut essayer d'avoir en fait plusieurs activités qui vont apporter différentes choses au chien. Et ça, les répartir dans la journée. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Donc, quand tu dis mastication, ça peut être ce qu'on appelle les os de buffle, tout ça, ou plutôt justement tu vas déconseiller. Qu'est-ce que tu conseilles vraiment du coup à la communauté en termes d'occupation? À quel moment de la journée? Est-ce que justement sur la ration, la ration de croquettes, tu la caches dans l'appartement, dans la maison? Comment est-ce que tu fais les choses? Ouais. Alors l'idée c'est d'essayer de se rendre service un peu quand on veut dépenser son chien. Donc déjà la balade c'est tous les jours et c'est obligatoire, qu'on ait un jardin ou qu'on n'en ait pas, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'y tenir. Faire différentes balades, laisser le chien quand on est en balade le temps qu'il puisse sentir toutes les odeurs qu'il veut. Des fois il ne faut pas hésiter à s'arrêter 10 minutes si le chien il est 10 minutes sur une odeur et repartir quand il a fini. C'est vraiment très frustrant pour un chien de ne pas pouvoir tout sentir et prendre le temps de tout sentir. Donc là encore on ne va pas forcément chercher à le faire marcher, le faire courir, on va surtout le laisser explorer un peu tout son petit monde, le mettre en longe si on ne veut pas le lâcher, si on n'ose pas, etc. Mais voilà, qu'il ait cette liberté. Et après, tout ce qui va être dépenses de mastication, ça, on va plutôt miser sur des dépenses qui seront données, mais plutôt quand on part, justement. Donc, ça peut être très bien au moment des absences de laisser des jouets, des congs fourrés, des jouets un peu de mastication qui sont assez solides. Un Kong, c'est pour montrer, du coup, c'est comme ça. Donc, c'est un jouet qui est assez connu. Et donc, vous l'avez, c'est réputé être assez résistant. Et donc, à l'intérieur, vous pouvez mettre, vous pouvez même les congeler en cas de forte chaleur pour tout simplement rafraîchir votre animal, et si on laisse aussi plus longtemps dans la journée. Et à l'intérieur, alors ça dépend, bien sûr, il faut faire attention. Le but, c'est de ne pas de rendre votre animal obèse, mais vous pouvez mettre
tout simplement soit sa ration de croquettes que vous humidifiez et que vous mettez à l'intérieur, soit si votre animal est habitué à manger des pâtés ou encore des sachets fraîcheurs, vous pouvez lui mettre à l'intérieur, de la vache qui rit, enfin voilà. Mais le but, c'est évidemment pas de rendre votre animal obèse, donc il faut quand même faire attention aussi en termes de calories et de pas, parce qu'on va en parler bien sûr longtemps de l'occupation à base de nourriture, qui marche plus, je pense qu'on est d'accord, chez les chiens que chez les chats qui sont des grignoteurs, donc qui finalement mangent un peu tout au long de la journée. Mais le but, c'est quand même de faire assez attention. Tout à fait. Et là où il faut faire attention aussi, c'est que ce qu'on va lui donner quand on n'est pas là soit vraiment sécure, que le chien puisse pas se blesser, puisse pas se bloquer la mâchoire, etc. Donc vraiment d'abord peut-être le laisser mâchouiller ça en notre présence pour s'assurer que tout va bien. Et notamment le Kong, il y a une particularité, c'est qu'il a 2 ouvertures et c'est vraiment une chose importante. S'il n'y a qu'une seule ouverture, ça risque de faire un effet ventouse et c'est ultra dangereux. Donc il faut vraiment sur le point sécurité faire attention à ce point-là. Et après, le reste. Oui, il y a Julie qui nous donne une recette apparemment qui est le must du must. Elle le dit elle-même. Julie nous dit ultra fan du Kong, j'en ai toujours un au congélateur. Le must étant courgettes, kiri et jambon. Donc voilà, on le sait. Si jamais, ça a l'air d'être une recette plutôt sympa. Donc voilà. Et on a juste une question de Julie, Chloé, auquel j'aimerais bien que tu répondes. C'est plus on leur donne, plus ils auront besoin à l'avenir aussi notamment de dépenses physiques. Donc ça, c'est sûr que si vous êtes habitué à balader votre animal 4 heures par jour et que vous passez à 20 minutes, c'est évident que ça va être compliqué. Le tout, je pense qu'on est d'accord, et je te laisse quand même répondre à la question Chloé, mais qui est une espèce de bonne norme pour assez satisfaire son animal. Évidemment, ça dépend de sa race. Ça, je pense qu'on peut en parler aussi. Oui, de sa race, de son âge, de sa forme physique aussi. Hein. Si le chien est en surpoids ou pas, il ne pourra pas faire la même chose. Et le tout, c'est en effet d'être assez logique avec ce qu'on veut. Si le but, c'est juste qu'il soit fatigué, c'est pas une bonne option de miser tout sur la dépense physique. Si le but, c'est vraiment d'aller courir avec son chien et de faire un sport et de faire une rando et de préparer quelque chose vraiment de physique, là, oui, il faut y aller. Mais tout est une... Enfin, voilà, je dis, il n'y a rien qui est foncièrement interdit, il faut juste que ce soit fait pour les bonnes raisons, finalement. Ok, top. Et alors là, il y a Léonie qui nous dit on remplit d'une sorte de pâte fabriquée maison. Ah oui, c'est ça, Léonie, mais tu peux le faire assez différemment et je pense que Chloé confirmera. Franchement, tu peux le faire avec un peu de fromage en crème, un peu comme on le disait là, ta courgette, kiri et jambon que tu mixes. Le tout, c'est d'en faire une pâte parce qu'il faut vraiment que tu le rentres en fait à l'intérieur. Et donc du coup, donc là, tu vois, comme Chloé disait, il y a vraiment 2 trous pour éviter tout simplement le problème de ventouse. Et donc tu peux mettre, le tout, c'est que ce soit une pâte. Parce que si tu mets juste les croquettes comme ça à l'intérieur, que tu les jettes, autant te dire qu'en 2 minutes, c'est bon, il a mangé ses croquettes, ça n'a servi à rien, quoi. Et ça peut même être de la simple pâtée pour chien. Il y en a des très qualitatives. Comme ça, voilà, on a juste à les fourrer, les mettre au congèle ou pas. Et ça notamment pour augmenter le fait de les congeler, c'est vraiment très bien. Et après, il y a tout ce qui est mastication, mais là encore, il faut vraiment faire attention à la qualité du produit. Donc, c'est vrai qu'il y a certains produits qui sont plutôt presque dangereux pour l'animal. Donc, vaut mieux miser un peu plus cher des fois, mais avoir quelque chose qui est ultra bon pour être sûr que son animal soit en bonne santé. Et même d'un point de vue calorique aussi, il y a beaucoup de produits qui sont un peu riches, donc on fait attention aussi à ce point-là. Après, l'éducation, c'est une très bonne façon de dépenser son chien. Hein. L'apprentissage, la concentration, ça va être aussi extrêmement intéressant à aller voir ce domaine-là, en fait, parce que après une séance d'éducation, le chien, il a aussi tendance à vouloir dormir, se reposer. L'apprentissage est un effort, donc ça le fatigue aussi. Et déjà avec tout ça, en le promenant, en le laissant sentir des odeurs, en le laissant mastiquer, en lui apprenant des choses, on va déjà avoir un truc assez intéressant dans la journée à répartir qui finalement va plutôt bien dépenser le chien. Et le but, c'est que quand même, quand on parte, le chien se repose, dorme, finisse la médication. Voilà. Un autre conseil qui peut être pratique aussi, si vous avez un jardin ou pas, c'est de distribuer le repas du chien dans une activité. Donc ça peut être en distribution dans le jardin ou dans des tapis de fouille plutôt à la maison. Donc des snuffle mats, c'est des choses qu'on peut fabriquer soi-même ou voire même acheter. Maintenant, ouais, ça, je pense que c'est bien qu'on en parle, Chloé, parce qu'effectivement, tu as le... Et d'ailleurs, je précise à toute la communauté que vous avez une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur Brut où vous avez 6 conseils du coup pour occuper vos animaux et bien simplement pendant la journée, pendant vos absences. Et effectivement, le tapis de fouille, on en parle justement dans cette vidéo. Le tapis de fouille, vous pouvez en acheter partout, que ce soit sur Internet, dans les magasins spécialisés, etc. etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez trouver assez facilement. Et effectivement, avec vos vieux vêtements que vous ne pouvez pas donner ou recycler parce que trop abîmés, eh bien, vous pouvez vraiment, et Marion d'ailleurs, toi, je me demande si tu n'avais pas fait un do-it-yourself sur YouTube là-dessus.
où tu peux vraiment fabriquer un tapis de fouille avec finalement rien et ça te coûte rien du tout. Tu mets un bout de carton, tu les attaches et du coup l'animal il met vraiment du temps à trouver. Et Chloé, je veux bien ton avis aussi là-dessus sur du coup les jeux intelligents où en fait l'animal il doit trouver comment il va réussir en fait tout simplement à attraper sa ration et bien tiens, d'ailleurs là il y a des croquettes et donc comment est-ce qu'il doit trouver, les croquettes sont en train de me tomber dessus ou du coup comment est-ce qu'il fait pour tout simplement avoir sa ration. Et ça je trouve que c'est beaucoup mieux plutôt que de mettre une seule fois dans sa gamelle. Ça c'est quelque chose qui peut quand même l'occuper une bonne partie pendant notre absence. Alors complètement, et sur les jeux d'occupation, moi j'aime beaucoup. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, bon, il y a aussi la sécurité. Souvent quand on achète des choses toutes faites, ça va. Mais il y a pas mal de tutos aussi pour fabriquer ses propres jouets et pourquoi pas. Et là où il faut faire attention, c'est le niveau de difficulté. Parce qu'en fait, il y a vraiment des niveaux. Et ça ne veut pas dire que si votre chien il n'arrive pas à en faire un, qu'il est foncièrement bête, hein, pas du tout. Mais il faut le temps qu'il là, déjà, je confirme. Déjà, moi, j'ai pas compris comment ça marchait. En fait. Donc, je me dis que mon chien il va peut-être vraiment galérer parce que ça m'a l'air, tu vois, j'ai l'impression qu'il doit étirer là-dessus et après gérer l'autre qui doit tirer et tout. Mais moi, ça m'a l'air trop compliqué alors que j'en ai d'autres qui sont plus simples. Mais celui-ci, j'ai toujours pas compris comment ça marchait. Quoi. Je me suis dit, vraiment, si mon chien trouve alors que j'ai pas trouvé, ça va être compliqué. Quoi. Et il y en a que ça frustre, hein. Il y en a, alors ils y vont comme des bourrins, ils le cassent complètement. Donc il faut y aller par étapes, hein, comme pour tout. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des niveaux, donc quand votre chien n'en a jamais découvert, prenez les niveaux faciles et augmentez petit à petit. Et la sensibilité de votre chien va aussi beaucoup jouer, hein. Les petits chiens, les gros chiens n'ont pas du tout la même approche. Donc souvent au début, ça on le fait avec eux, on ne les laisse pas tout seuls gérer. Et on s'en va pas au moment où ils font ça, on essaye d'être à côté pour même tenir le jouet, parce que par expérience, souvent, ça part dans tous les sens sur les chiens un peu débutants là-dessus. Mais c'est vachement bien de faire ça. Puis c'est assez drôle en plus de voir son chien essayer de trouver la solution. C'est assez sympa à faire. Alors là, on a Katia qui nous dit après, il est difficile pour un chien et même un chat de rester trop longtemps tout seul. Donc Chloé, je te laisse peut-être répondre pour le chien si toi, tu penses qu'il y a une norme en termes de timing. Hein. Enfin, je veux dire, je sais pas, peut-être pas le laisser plus de 8 heures, ce qui arrive quand même souvent. Et on parlera parce qu'on a aussi des solutions pour ça. Mais peut-être de timing. Et Marion, je veux bien ton avis pour le chat. Donc Marion, je te laisse démarrer. Enfin Marion, je sais pas si tu es encore avec nous. Ouais. Si c'est bon, tu es là. Je t'ai vu couper un moment. C'est là, Marion. Super. Marion, je veux bien que tu dises à peu près, toi, tu penses être le timing qu'il faut vraiment pas dépasser pour laisser son chat, par exemple, tout seul. Après, ça dépend de son... Non, moi je vois plus Marion. Ouais. Des problèmes de connexion. Ouais, Marion, je sais pas si tu es en Wi-Fi et tu peux peut-être mettre en 5G ou en 4G ou ce que tu as sous la main. Mais on t'entend pas. Chloé, je veux bien que tu répondes du coup pour le chien. Alors pour le chien, ça dépend du chien. En fait, un jeune chien ou un chien adulte, déjà, c'est pas du tout la même chose. Ça dépend de la race, ça dépend de son énergie, de son activité. Donc quand on a un chien qui a vraiment du mal à rester seul pendant vos heures de travail, c'est vrai que là, on va souvent faire appel à un spécialiste, à quelqu'un qui va venir peut-être promener le chien, un pet sitter, etc. Peut-être on en reparlera, mais c'est vrai qu'on zappe souvent cette option et pourtant, elle peut être intéressante. Après, c'est vrai qu'au-delà d'une journée de travail, ça devient compliqué de laisser son chien tout seul. Et ça ne veut pas dire qu'on maltraite son chien parce qu'on part travailler 8 heures, à condition de le promener suffisamment, qu'il ait vraiment ses dépenses, qu'il ait vraiment son activité. Moi, je travaille avec mes chiens, donc en soi, ils sont plutôt tout le temps avec moi. Mais en réalité, il y a des fois où ils sont avec moi, mais juste ils dorment parce que je leur demande rien. Et il faut quand même que j'aille les promener, il faut que je leur fasse des petits apprentissages, il faut que je m'occupe d'eux. Mais finalement, à ce moment-là, ça fonctionne bien parce que quand ils vont être tout seuls, ils vont juste en profiter pour dormir. Et ils peuvent rester tout seuls 4, 5, 6 heures, même 8 heures. Ils dorment, ils font leur vie de chien. Et par contre, quand je rentre, là, boum, on va se promener, on fait une activité, on fait quelque chose. Donc, ça dépend de l'animal. Il faut vraiment s'adapter. Il n'y a pas une recette miracle. On ne peut pas dire au-delà de 4 heures, c'est trop parce qu'il y a des chiens qui le vivront très bien. Et il y a des chiens chez qui ce sera en effet trop. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle qui s'adapte à votre chien, en fait. Bien sûr, d'accord. Et là, je vois Valériane. Et Valériane, je ne sais pas si tu es prête pour nous rejoindre, mais j'aimerais que tu viennes nous rejoindre en appuyant en bas à droite sur la petite main levée pour que tu viennes du coup nous raconter l'histoire de Narciso, puisque tu dis donc Narciso, c'est un chat et que 24 heures, c'est max et qu'il est trop émotif. Donc Valériane, si tu peux rejoindre le live, comme ça, on posera la question directement avec Marion et voir si c'est normal, s'il y a des solutions, etc. etc. Marion, je ne sais pas si tu nous reçois encore, puisque pour moi, je te vois guéri. Petit problème de connexion internet.
Donc, sachant que Chloé vit en pleine campagne et Marion en plein Paris. Donc, comme point, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle pour la connexion Internet. Hein. Oui, tout à fait. Bon, je regardais les aussi, mais je crois que tu les as traités au fur et à mesure. Donc, ouais, nickel, top. Ouais, super. Et donc, du coup, Chloé, tu peux peut-être parler du coup de, en fait, justement, de quand ils ne sont pas occupés, qu'est-ce que ça peut faire, typiquement les plaies de léchage, l'anxiété de séparation, enfin, tu vois, toutes les causes, du coup, les conséquences liées effectivement à... Alors déjà, il y a vraiment la race du chien et sa lignée qui va déterminer beaucoup de choses. Si vous prenez n'importe quelle race, alors je vais parler par exemple du malinois ou des chiens qui sont assez populaires aujourd'hui, berger australien, etc. Il faut savoir qu'il y a vraiment des lignées et en fonction des lignées que vous allez, sur lesquelles votre chiot sera issu, ce ne sera pas du tout les mêmes demandes et les mêmes besoins. Donc typiquement, en faisant assez schématique, on a les lignées de travail, les lignées de beauté et puis les lignées un peu mixtes qui sont un mélange des deux. Mais quand vous prenez une lignée de travail ou une lignée de beauté, c'est pas du tout le même chien, même si c'est la même race de chien. Ça, c'est important. Le berger australien qui est très populaire, une lignée de travail et une lignée de beauté n'auront pas les mêmes besoins. Il ne faudra pas répondre autant à l'un qu'à l'autre au niveau activité, dépenses, stimulation. Donc ça, hyper important. Votre chien peut être magnifique, mais alors clairement, si c'est une lignée de travail et que vous n'êtes pas prêt, vous n'allez plus le voir en peinture au bout de 6 mois. Donc ça, c'est pour moi le plus important. Après, en fonction de ça, si c'est vraiment un chien qui a beaucoup de besoins et de demandes, etc., il faut prendre du temps, il faut le faire. Il vaut mieux faire du fractionné. Alors, je crois qu'on a complètement perdu Marion, elle va sûrement se revenir. Ouais, mais elle va revenir après. Donc, vaut mieux faire du fractionné et faire un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir, plutôt que de faire 1 heure de dépense et puis après plus rien pendant les 10 heures qui suivent. Parce que en fait, pendant les 10 heures qui suivent, votre chien va juste dormir et quand vous allez rentrer, il sera juste plein d'énergie. Donc ça, c'est le premier point. Et si vous n'avez pas non plus forcément l'envie ou le temps d'accorder beaucoup de temps, là, il faut mieux partir sur une lignée de beauté ou d'avoir quelqu'un qui va vous aider à répondre aux besoins de votre chien. Et alors, il y a Aurore qui nous demande comment savoir pour la lignée. Je pense que tout simplement, c'est de demander à l'éleveur, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que tu sais si effectivement... alors, il y a Valériane. Valériane, en fait, tu as en bas à droite, tu as une petite main levée qui fait comme ça. Et tu as juste à appuyer dessus. Et comme ça, moi, je vais pouvoir t'accepter dans le live pour qu'on parle du cas de Narciso. Et donc, du coup, je pense que Chloé, tu es d'accord sur le fait que, tout simplement, c'est vraiment en fonction de la lignée c'est vraiment en demandant à l'éleveur qu'on sait si c'est une lignée beauté ou une lignée de travail, même si nous, avec l'expérience, on arrive vite à voir quand on connaît un peu les standards, etc. Même si le standard est resté le même, on voit très vite ce qui est une lignée de travail ou une lignée beauté. Par exemple, les lignées dos droit ou dos un peu plus arqué, on sait que c'est pas du tout le physique du chien détermine en fait beaucoup de choses, mais en réalité on trouve assez vite les infos puis on s'en rend vite compte quand on a un chien lignée de travail, on passe pas à côté, hein, on le comprend au bout de 3 heures très vite. Donc il y a Valériane qui est sous Android, donc effectivement il faut avoir un iPhone, je n'ai pas précisé mais il faut un iPhone pour le moment, mais ça va vite être réparé puisque tout le monde pourra participer d'ici quelques jours, si ce n'est quelques semaines, ça va vite être réparé. Mais du coup Valériane, tu voudrais nous expliquer en commentaire le cas de Narciso pour que du coup Marion y réponde et te donne des solutions en ce qui concerne Narciso. Et là Chloé, j'ai Ange-Marie qui demande des conseils pour chiens qui aboient, notamment en appartement, ce qui est vite problématique. Ouais. Alors, tu pourrais peut-être nous donner la race de ton chien, parce qu'il y a des races qui ont tendance à plus vocaliser que d'autres, et en fonction, mes conseils ne seront pas exactement les mêmes. Après, l'aboiement en général, c'est déjà un comportement qui est, entre guillemets, normal. Les chiens, ça aboie, je vous apprends rien. Maintenant, quand ça devient excessif, quand ça devient un peu récurrent, ou que ça commence à durer, que l'aboiement dure longtemps, on va essayer de voir s'il n'y a pas une émotion derrière. Est-ce que le chien n'est pas frustré? Est-ce qu'il n'est pas dans une séance de jeu? Est-ce qu'il n'est pas dans un appel, donc une sorte d'anxiété, là auquel cas on aura un aboiement un peu aigu. Donc c'est un peu ça qu'il va falloir regarder. L'aboiement n'est qu'un symptôme, il faut aller voir la cause. Et en fonction de la cause, les solutions ne seront pas exactement les mêmes. Dans tous les cas, quand il y a de l'aboiement, l'idée c'est de complètement bannir tout ce qui va être outil anti-aboiement. Ça c'est plutôt contre nature pour le chien. Donc une fois qu'on a compris la cause, on aura plus de solutions. Et de façon éducative, on peut vraiment apprendre à un chien à s'arrêter d'aboyer. Moi, j'ai un berger allemand qui a tendance à aboyer dès qu'une mouche dans la maison. Enfin, elle vocalise beaucoup. Donc, très vite, j'ai eu le réflexe de lui apprendre de stopper ce comportement-là. Donc, ça, il y a pas mal de conseils là-dessus. Et en effet, les dépenses, plus le chien sera dépensé, moins il aura cette énergie à être frustré, à s'exciter et donc à aboyer. Mais il faut voir si c'est déjà un comportement juste normal,
auquel cas c'est comme ça. Ou alors si ça vient d'une émotion qu'il faudrait aller travailler. Et Chloé, du coup, là, on parle de justement qui font le loup. Donc, on voit tous, du coup, ce qu'est un chien qui fait le loup. Et donc, ça, du coup, c'est la traduction de quel symptôme? Alors ça, c'est plutôt normal. C'est souvent quand on va partir, ils vont le faire pendant quelques minutes. Alors, pas tous les chiens, mais souvent, on va avoir des huskies. C'est vrai que quand t'es le voisin qui fait la grasse mat à côté, t'es content, quoi. C'est ça, exactement. Alors, souvent, ça dure pas très, très longtemps. Ça, en fait, le problème, c'est que c'est ultra normal. Si votre chien le fait, c'est pour lui, c'est quelque chose qui est naturel. Et on estime souvent que ça viendrait d'un comportement pour essayer de ramener tout le groupe un peu ensemble. C'est une façon de dire, oh, je suis là. En fait, quand les chiens le font, quand il y a un chien qui le fait, souvent d'autres chiens vont se mettre à le faire autour de nous. Moi, je l'ai vécu au Canada. J'ai fait plusieurs mois au Canada dans un gros élevage de huskies. Ils étaient plus d'une cinquantaine. Il fallait qu'un husky se mette à le faire pour que les 49 autres fassent exactement la même chose. Et nous-mêmes, on pouvait produire ce comportement en le faisant. Les chiens se mettaient à le faire avec nous. Donc, c'est un comportement normal. C'est pour dire, OK, on se remet en groupe, on revient tous ensemble et on montre à tous les voisins qu'il y a un chien ici. Ça peut se travailler. Les petits kongs avant de partir, ça peut permettre au chien de se dire, bon, plutôt que d'appeler ma maîtresse, je vais juste manger mon kong et je serai très content qu'elle parte. Ça peut être une très bonne solution. Mais c'est vrai que c'est un peu normal comme comportement. Si ça ne dure pas plus de 5-10 minutes, 15 maximum, c'est plutôt normal. Ok. Et Marion, du coup, toi, on va répondre à la question de Valériane concernant son chat Narciso. Et toi, qu'est-ce que tu préconises en termes de durée maximum pour laisser son chat dans son appartement ou sa maison En fait, ce que je dis, c'est que ça dépend vraiment aussi de l'âge du chat. C'est-à-dire qu'avec un chaton... Donc, que ce soit chien ou chat, on fait vraiment en fonction de son âge. En fonction, voilà. Et après, c'est vrai que, moi, je vais dire au max, vraiment un week-end. Et c'est toujours aussi en fonction du caractère du chat. Parce que j'ai vu effectivement Valériane qui dit, moi, je peux pas laisser mon chat plus de 24 heures, il est mal. Ouais, là, elle te dit, je peux pas laisser mon chat plus de 24 heures. C'est un sacré de Birmanie. Je l'ai déjà fait et je l'ai retrouvé en voie apeurée. Voilà. Et donc, il a 5 ans. Voilà. Et donc, ça, c'est pour ça que ça dépend vraiment des caractères de chats. Parce qu'il y a des chats qui vont être tranquilles, qui vont... Enfin, c'est pas qu'ils vont en avoir rien à faire, mais qui vont mieux le vivre émotionnellement que d'autres chats. Et ils n'ont pas tous la même sensibilité, les mêmes capacités d'adaptation, tout ça. Donc, il faut toujours faire aussi un peu en fonction. Mais après, sinon, vraiment, au max, moi, je dis un week-end tout seul quand tout est bien, ok, ça va, mais pas plus, quoi. Sans passage d'un 4-sitter, pas plus d'un week-end, en tout cas. Mais chaton, pas. Et du coup, à Valériane qui l'a retrouvé sans voix, apeurée, etc., qu'est-ce qu'on peut lui donner? Tu as des solutions justement pour peut-être à ce qu'elle puisse le laisser, je veux dire, tu as 24 heures sans souci. C'est quoi les solutions que tu peux lui donner? Parce que visiblement, il a quand même très mal vécu. Alors après, le souci souvent, alors là forcément, j'ai pas toutes les infos, hein, mais souvent ce qui va se passer, c'est comme on a nous-mêmes un peu peur et qu'on s'inquiète parce qu'on aime nos chats, on s'inquiète beaucoup. Donc souvent, déjà en amont, ça peut nous arriver de dire t'inquiète pas, je vais partir, mais je vais revenir. Et on se veut rassurant, sauf qu'à l'intérieur, le masque qui est en dessous, c'est oh, mon Dieu, est-ce qu'il va bien le vivre? Je suis une mère indigne. Enfin, on se fait toute une histoire parce qu'on a peur, parce qu'on projette beaucoup. Donc je dirais que le premier conseil, c'est d'essayer de prendre un recul dessus et de surtout pas chercher à le rassurer. Parce que plus on va rassurer un chat, plus on va augmenter son stress. Parce qu'en gros, parce que j'aime bien caricaturer les choses, en gros, il va se dire, si elle essaye de me rassurer, c'est qu'il y a un problème, donc je vais redoubler de vigilance. Et finalement, de la même manière, au retour, il peut être complètement perdu parce que soit il y a eu en amont le côté je te rassure à fond et du coup, boum, son repère humain s'en va, il est encore plus en stress qu'il l'aurait été si elle avait claqué la porte sans rien dire en fait. Et le retour, on peut aussi être tenté d'aller beaucoup sur le chat pour le rassurer, pour lui dire t'as vu, je suis rentrée, tout va bien, mais là aussi, encore une fois, c'est pas la bonne technique pour le chat. Et il vaut mieux le laisser se remettre tranquillement de ses émotions, vivre le plus naturellement possible, on défait nos bagages, si on revient même si on revient des courses, hein, ou même juste pour aller au travail, vraiment, mon conseil, c'est de ne pas marquer le départ, de ne pas dire au revoir, aller faire le bisou du au revoir. C'est on part, on rentre, comme si de rien n'était. Ça, je pense qu'on peut en parler et vous pouvez aussi le retrouver dans la vidéo là, qui est sur le feed de Brut. À chaque fois, de toute façon, que ce soit chien ou chat, on ne ritualise pas le départ. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. On ne fait pas les mêmes choses. On ne va pas passer 5 minutes à lui dire bisous mon bébé, tu vas me manquer, etc. Parce que là, il n'y a rien de pire. Et est-ce qu'il y aura un autre conseil à donner à Valériane?
qui ferait qu'au-delà de ça, je ne sais pas, justement sur de l'occupation ou des choses comme ça, il pourrait finalement trouver agréable le moment où il se retrouve seul. Alors après, que ce soit agréable, c'est pas forcément agréable, mais en tout cas que ce soit moins une souffrance, ça va être de lui donner, de lui apporter beaucoup de stimulation, qu'il ait plein de choses finalement à aller explorer, tout ça. Donc Chloé en a parlé tout à l'heure avec l'alimentation, mais les gamelles ludiques, moi je suis une fan absolue, et ça peut être de cacher des croquettes à droite à gauche. Moi parfois je vais les conseiller d'allumer la télé avant de partir, ça fait ne serait-ce que 2-3 heures de bruit de fond sur une chaîne de reportage animalier, Gulli, enfin voilà. Ouais. Voilà, ça fait un petit bruit de fond, même si le chat va pas forcément regarder la télé, il y a un petit fond de vie, ce que j'appelle un fond de vie. Et la télé s'éteindra au bout de 3 heures, donc ça fait toujours une petite animation. Après, c'est sûr que le top du top, c'est d'avoir un cat-sitter ou un voisin en qui on a confiance, un proche qui va passer. Ça, c'est mieux. Et ça, on peut en parler, les filles, et juste la communauté, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Et une fois de plus, si vous voulez participer, c'est la petite main en bas à droite. Si vous voulez intégrer live, faut poser vos questions en live à Chloé et Marion, que ce soit chien ou chat, et surtout vous n'hésitez pas et vous nous rejoignez. Et donc justement, ça, on peut en parler des cat-sitters, les voisins, etc. Donc il y a plusieurs cas de figure, soit famille, amis, voisins, qui peuvent effectivement passer, et notamment pour les chiens, quand c'est sur parce que c'est vrai qu'on peut laisser un chat un peu plus longtemps qu'un chien. Et le chien, c'est vrai que le midi, si vous trouvez quelqu'un qui peut passer, ne serait-ce que le caresser, le promener, etc., ça c'est super. Et chez le chat, c'est pareil. Il y a des sites qui existent, il y a des cat-sitters et dog-sitters professionnels aussi. Et après, vous avez des plateformes, et notamment quand vous êtes étudiant et que vous n'avez pas d'animaux, vous pouvez aussi vous inscrire sur des plateformes type Empreinte Mon Toutou. Chez le chat, je pense que j'imagine qu'il y en a aussi, Marion. Enfin, de toute façon, il y en a qui font tous les animaux. Et où du coup, là, vous pouvez vous inscrire. Généralement, ça ne coûte pas très cher. Et le tout, par contre, et on le répète, c'est vraiment de rencontrer en amont la personne qui va venir, être sûr d'avoir confiance, faire des balades ensemble. Quand c'est le chat, faire vraiment connaissance parce que la personne va quand même s'occuper de votre animal, quoi. Ouais. Validé. Moi, juste... J'ai juste... c'est vrai que pour le chien, je trouve que c'est par rapport à ce qu'on disait, c'est un peu plus compliqué de ne pas ritualiser le départ parce qu'en fait, systématiquement, on va prendre nos clés, on va faire quelque chose qui finalement sera un rituel. Et moi, mon conseil, il est presque de dire, faisons ces rituels-là, mettons en place ces rituels, mais en fait, en les contre-conditionnant. Donc pour un chien, c'est assez facile. Par exemple, tout au long de la journée, de prendre les clés, de se lever, de donner une croquette au chien, de reposer les clés, de rester à la maison, pour qu'en fait, on fasse presque l'inverse qui est que ok, mon maître prend ses clés, ça va être super fun pour moi. Et on change justement l'émotion du chien sur ces rituels-là, qu'on est un peu obligé de faire, parce que moi je vois mes chiens, mes chaussures, ils sont en alerte. Genre, qu'est-ce qui va se passer Et on n'a pas trop le choix de mettre ses chaussures avant de partir. Donc souvent, en protocole éducatif, quand on a des chiens qui sont anxieux de notre absence, c'est qu'on met en place ces rituels, mais on change la vision que le chien a de ces rituels-là pour que finalement ça nous serve au lieu que ça nous desserve, comme c'est le cas dans beaucoup de situations. Voilà, juste petite parenthèse intéressante. Là, Chloé, c'est pour toi, il y a beaucoup, mais je pense que c'est pour vous deux, parce que c'est pareil que ce soit chien ou chat, donc la question elle est pour vous deux. Beaucoup pensent que prendre un second chien, mais ça marche aussi pour le chat, est une bonne idée pour occuper le premier. Votre avis là-dessus? Je sais pas, je démarre ou pas? Vas-y. Ça dépend du chat. En fait, c'est Chloé qui va prendre le relais parce que tu as bugué. Si c'est bon, non, t'es là. C'est bon, vas-y. C'est bon. C'est ouf. Désolée. Ça dépend vraiment du chat parce que tous les chats ne sont pas faits pour vivre avec des petits potes, quoi, comme je dis. Et donc, il faut vraiment prendre en compte plein de choses. Déjà, son âge. Parce qu'un chat qui a vécu pendant 10 ans sans rencontrer d'autres congénères, si on lui colle un chaton dans les pattes, même un autre chat adulte, on va lui causer plus de stress qu'autre chose. Souvent, c'est nous qui projetons il lui faut un petit frère, il lui faut une petite sœur, alors que tous les chats ne sont pas faits pour ça. Si tous les contacts que le chat a eu avec d'autres congénères, c'était vraiment pas, il n'était pas curieux, amical, tout ça, ça vaut peut-être pas le coup de tenter. Sinon, ce que je recommande souvent, c'est d'être famille d'accueil. Comme ça permet je dis aussi de prendre la température, ça aide une association, on voit bien comment ça se passe. Mais ça ne se fait pas sur un coup de tête non plus. Mais en tout cas, tous les chats ne sont pas faits pour vivre à plusieurs.
Et surtout quand on Ouais, ne ouais. connaît pas comment les chats fonctionnent entre eux. Parce que souvent, on idéalise beaucoup de choses, alors que c'est important de comprendre comment ils marchent vraiment entre eux, les chats, et qui ne sont pas des humains. Il faut toujours rappeler ça. Ce ne sont pas des humains. Donc, c'est pas Ouais, parce que là, forcément une bonne idée. Mathie nous dit, et comme pour les humains, même si le chat est sociable, congénère, il peut y avoir des soucis de compatibilité. Bah oui, Oui. bien sûr. Ouais. Et alors Stéphanie qui nous dit, est-ce qu'on peut laisser la musique classique plutôt que la télé? Oui, Oui. ça dépend le goût de ton chien ou de ton chat. Il peut écouter Et puis du ça peut rock, être de un la... jour l'un, ça peut être un jour l'autre. Peut Ah, varier. c'est sûr que si tu mets classique et hard rock le lendemain, je pense qu'il va pas comprendre tout de suite, tu vois, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Pas Et du trop coup, fort. Chloé, toi, ton avis là-dessus? Ouais, alors pour les chiens, c'est vrai qu'on a plus tendance à dire que ils sont plutôt faits pour vivre à plusieurs. Ça, c'est quelque chose qui est assez admis. Maintenant, c'est vrai que le langage canin, c'est un langage. Donc, si votre chien n'a plus du tout vu de copain chien, il risque d'être un peu désocialisé. Et il faut faire attention aussi à ce point-là. Il y a des chiens aussi qui ont une tendance à être un peu plus indépendants, qui n'ont pas forcément envie de tout le temps avec d'autres chiens, etc. Donc, là aussi, chaque chien va avoir un peu sa propre individualité. Mais même si le chat n'est pas mon domaine de compétence, je pense que c'est quand même moins flagrant. Les chiens ont quand même naturellement un peu plus tendance à aimer être ensemble et tout. Par contre, là où je préciserais, c'est que adopter un autre chien, c'est a priori une très bonne idée dans l'idée. Mais attention, ça ne doit pas être la solution à un problème, premièrement. C'est-à-dire que si votre chien manque de dépenses et que c'est juste lui proposer de vivre avec un autre chien la solution, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Et surtout, pour moi, avoir 2 chiens, c'est comme en avoir 3. Parce qu'en fait, il faut toujours passer du temps avec un, puis avec l'autre, puis avec les 2 réunis. Donc vous, en termes de capacité de gestion, il faut vraiment y penser. Avoir 2 chiens, c'est avoir 3 chiens. Donc avoir 3 chiens, c'est en avoir possiblement 4, etc. Et ça, c'est hyper important. Souvent, le deuxième chien qui arrive, lui, n'a jamais été habitué à être seul. Et si malheureusement, le premier part avant le deuxième risque d'avoir de grosses difficultés à se retrouver tout seul. Donc c'est adopter un autre chien, c'est dans l'idée une super idée. Encore une fois, il faut faire attention à la compatibilité, etc. Mais il faut aussi bien se prendre le temps de réfléchir à est-ce que j'ai réellement le temps sur le long terme d'accorder finalement cette attention que mes chiens vont demander. Et les familles, pour les chiens Il y a aussi. Mathilde qui dit comment éviter les griffades canapés en notre absence. Je suis amie d'accueil, les chatons font ça en notre absence, malgré grattoir partout. Alors Mathilde, je vais te montrer même, tu vas voir moi ce qu'ils ont fait mes chats. Je vais enlever le truc, tu vas voir. Et alors ça, je vais te dire, ça m'intéresse beaucoup, Marion, ton avis sur la question. Puisque tu vas voir que moi, ils m'ont fait, je venais de changer la tapisserie et regardez ça. Waouh, la vache. Voilà. Je suis très chaud pour tes conseils parce que ma tapisserie toute neuve est devenue un arbre à chat géant. Donc très chaud pour tes conseils, Marion. Sur les griffades, on les prend tous. Alors là, sur la tapisserie, j'ai envie de dire, là, ils ont fait fort, en tout cas. Je ne sais pas en combien de temps ils ont fait ça. Allez, en une journée le max. Et après, de toute façon, c'était fini, tu vois. Donc après, il a fallu que je change ça, ouais. Alors là, je t'avoue que sur le côté tapisserie, quand c'est hyper tentant, déjà, il faut qu'il y ait des griffoirs proches. Parce que s'ils le font là, c'est que c'est stratégique. Là, je ne les ai pas montrés, mais tu vois, il y a le cat lodge, il y a des arbres à chat partout. Ils ont les cartons aussi, tu sais, spécial griffade, avec de l'herbe et tout, tu vois. Et là, je suis... Après, il y a les griffoirs qui se fixent au mur. Ils en font des très jolis, avec des très jolies formes, tout ça. Parce que si ça devient vraiment l'endroit stratégique, il faut qu'il y ait un griffoir... J'en ai un en plus, là. Tu vois. Mais là, il va falloir changer la tapisserie surtout. Donc, je vais mettre un griffoir géant, tu vois. Ouais, mais après, pour les canapés, il y a une astuce qui marche super bien dans beaucoup de cas. Et alors, je pourrais vous montrer aussi parce que j'en ai un spécial. Enfin, donc moi, j'ai un griffoir spécial à coudoir de canapé qui est top. Mais sinon, le truc tout bête, c'est de mettre tout bêtement un plaid sur la coudoir. Donc du canapé, ça peut être sur le dessus du canapé. Et en fait, de mettre juste à côté un griffoir. Donc l'idée, c'est on rend la coudoir inaccessible, mais juste à côté, il y a de quoi faire les griffes. Et c'est vrai que le canapé, c'est souvent un endroit stratégique pour les chats, parce que c'est au milieu de la pièce, dans le salon, tout ça. Donc comme c'est vraiment un mode de marquage, c'est très stratégique. Donc en fait, on lui rend la coudoir inaccessible, enfin inaccessible, pas pratique, mais juste à côté, on lui met un griffoir. Et sinon, je peux montrer.
Alors, tu as rebugué. Je réponds à la question de Katia. Alors, moi, effectivement, moi, j'utilise beaucoup Feliway et quand ils sont griffés, je ne l'avais pas branché. Et là, du coup, depuis, il est branché tout le temps. Et même quand je ne le mets pas, j'ai remarqué que, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé, pas beaucoup, mais tu vois, c'est ma chatte surtout qui fait ça. Mais elle m'a fait 2-3 pipis sur le lit et sur la couette, donc tu es ravie. Et c'est vrai que quand j'ai Feliway branché, j'ai pas le souci, de ça. Donc, autant te dire que maintenant, c'est Feliway Optimum branché en permanence. Il y a Pascal qui dit moi aussi j'ai des griffoirs verticaux et horizontaux partout et mes chats font quand même leurs griffes à côté. Bienvenue au club en fait. Donc j'ai hâte que Marion revienne pour nous dire comment gérer ça. Et du coup Lola qui dit on parlait des jouets d'occupation pour les chiens tout à l'heure, mais que peut-on justement leur donner pour les besoins de mastication? C'est bon Marion, t'es revenue. Attends, du coup Marion, on finit juste peut-être sur la griffade et comme ça on passera sur la mastication après. Ouais. J'ai bien entendu. Non, Marion, on t'a pas. Ça va. Chloé, je veux bien que tu prennes le relais sur la mastication, s'il te plaît. Et après, on reviendra sur les chats, les amis, c'est promis. Yes. Donc la mastication pour les chiens, il y a énormément de choses qui existent. Le tout, c'est un peu comme les jeux d'intelligence où il y a des niveaux. Pour la mastication, c'est un peu pareil. Si vous avez un chien qui a un énorme masticateur, moi je vois mon chien, c'est un croisé bulldog américain. Il a une mâchoire énorme, lui, mais il mastique. C'est simple. Un jouet anti-destruction, s'il n'a pas cassé, c'est que vraiment il est anti-destruction, quoi. Il est hyper puissant. Donc lui, je vais plutôt miser mastication très forte comme des sabots de veau. Alors c'est pas très vegan, hein, mais en l'occurrence ça leur fait vraiment plaisir. Donc sabots de veau, etc. Si vous avez plutôt un chiot, un chien qui n'a pas un énorme besoin de mastication ou une énorme puissance au niveau de la mâchoire, là on va plutôt cibler d'autres types de mastication comme des nerfs de bœuf, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui existent et de plus en plus. Donc il faut vraiment essayer d'aller découvrir un peu tout ça, faire tester aussi à votre chien, parce que j'ai vu des chiens qui n'aimaient pas du tout certains, par exemple les sabots de veau, j'ai vu des chiens qui n'aimaient pas ça, qui n'y touchaient pas, alors que pour d'autres ça les rend complètement fous. Donc là, encore une fois, il faut s'adapter. Mais le tout, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est adapté au chien, à son besoin, et de ne pas les laisser tout le temps. Parce que si on les laisse tout le temps, c'est comme pour les jouets, ça devient un peu banal. Alors que si finalement on va les prendre, les enlever, les laisser 3 jours dans un abri, puis ensuite lui reproposer, etc. Là, ça va créer une petite nouveauté. Ce sera le même jouet ou le même outil, mais donné par-ci par-là. Ça aura plus de valeur et votre chien va plus s'en occuper quand ce sera disponible que quand c'est... Et voilà. Pour le coup, ça c'est pareil chez les chiens et chez les chats. Et Chloé, juste, on précise peut-être qu'effectivement, il y a quand même certains jouets de mastication qui sont connus, enfin certains os d'ailleurs, connus pour poser des gros problèmes, voire le décès de l'animal, quoi. Carrément. En fait, clairement, ça va être tous les os un peu blancs qui sont en fait des filaments, enfin des sortes de couches comme ça qui sont enroulées sur elles-mêmes avec une sorte de colle. Ça, c'est vrai que c'est un peu bas de gamme et on a entendu beaucoup d'histoires assez dramatiques. Donc moi, ça, je sais que j'évite un peu par principe. Et là, c'est vrai que c'est un peu du bas de gamme, donc ça coûte pas très cher. C'est vite... on a vite envie d'aller sur ce genre de produit, mais en fait, pas trop. Ouais, dans l'idée, il vaut mieux éviter. Et alors Marion, est-ce que pour les griffades, parce que moi j'ai ça et j'en ai plein, tu vois, qu'est-ce que tu penses? Et parce que justement on a parlé dans la vidéo brute d'aujourd'hui sur comment occuper du coup son animal de compagnie. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, le petit laser. Ah, c'est laser. Ils vont dans tous les sens. Et moi c'est vrai que j'en ai plein et mes chats ils adorent. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui disaient qu'effectivement ce n'était pas spécifiquement conseillé. Alors ceux-là ils se mettent en pause de toute façon. Au bout de 10 à 15 minutes, donc tu n'as pas de souci à rendre le chat complètement hystérique. Il joue 10 minutes et après, le jeu se met en pause de toute façon. Donc, mais effectivement, j'ai plusieurs lasers. Et est-ce que ça, selon toi, c'est une bonne occupation du coup pour le chat? Et est-ce que toi, tu connais d'autres occupations? Je sais que notamment sur ta chaîne YouTube, tu as fait pas mal de do-it-yourself autour de ça. Donc, je veux bien ton avis. C'est bon, du coup, tu m'entends bien? On t'entend super bien, on te voit bien. Moi, pour les lasers, perso, j'ai jamais eu, et pourtant je pense que j'ai dépassé les milliers de chats et de cats, j'ai jamais eu de chat qui est devenu fou à cause du laser. Par contre, oui, ils courent partout, ils sont comme des oufs, et au contraire, moi je trouve que c'est cool parce que ça les fait bien courir, surtout pour des chats d'appartement.
Donc moi, je trouve ça très bien. J'ai aussi des lasers automatiques qui s'éteignent tout seuls au bout de 15 minutes. Donc je trouve que c'est Ouais, top. moi je vais montrer, tu vois, j'ai celui-là qui a un double laser qui du coup on Ah ouais. l'envoie un peu partout. J'en ai un, tu vois, que je mets du coup, tu sais, qui s'attache à une porte et, Ah, et où ok. tu as le laser qui est là, tu vois. Et Ouais. après, tu as celui-là qu'ils adorent, qui est sur roue et qui roule et où tu Ah, as le sympa. laser là, tu vois. Et ça va sous le lit, sous les canapés et tout, ils adorent. Donc, Ah, ça, sympa. Bah, en fait, ça c'est chouette. Moi, mon seul conseil avec le laser, souvent, et surtout quand on a peur, c'est de terminer la séance de jeu avec une canne à chat ou en lançant un jouet, tout ça, juste pour que le chat termine le jeu sur quelque chose qu'il va attraper. Et voilà. Et souvent, moi je dis, à chaque fois quand je joue avec les stylos laser, je fais partir le petit point rouge, genre sous un meuble, là où le chat peut pas aller le rattraper, comme si c'était une petite bestiole, et ben il peut pas l'attraper, il peut pas l'attraper, et ça lui arrive plein de fois dans sa vie de pas pouvoir attraper la proie. Et puis après, je le détourne avec un autre jouet, juste pour terminer plus tranquillement la séance de jeu. Mais perso, j'ai jamais eu de chat qui soit devenu fou à cause de ça. Généralement, ils sont fous pour d'autres raisons. Ouais, et donc du coup, dans les do it yourself que tu faisais, il y a plein de choses où on peut dire pour occuper son chat. Tu as notamment une petite bassine d'eau avec 2-3 balles à l'intérieur, ça peut les Mhm. éclater. L'aquarium, ils adorent. Je pense qu'on peut aussi quand même préciser que c'est hyper important pour les chats, notamment ceux qui sortent pas, d'avoir un accès près d'une fenêtre pour qu'ils puissent voir, Oui, etc. Avoir des vues en oui, hauteur, ouais. Et qu'ils puissent grimper beaucoup, ça c'est important. Et encore plus sur les chats d'appartement, il faut vraiment que tout soit aménagé pour qu'ils puissent grimper, qu'on soit là ou pas là, hein. Quand on est là, on peut les faire jouer et courir pour qu'ils grimpent, mais même quand on n'est pas là, qu'ils puissent grimper, que ce soit arbre à chat, étagère, hamac de fenêtre. Il y a tellement de choses possibles que ça, c'est très, 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 très important. Moi, j'insiste tout le temps dessus, quoi. Et je suis d'accord, les et je rejoins beaucoup Chloé aussi, de varier les jouets, parce que les chats se lassent vite, donc de faire des kits de jouets aussi, c'est important. Alors, il reste moins de 10 minutes, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez toujours nous les mettre en commentaire ou nous rejoindre en appuyant sur la petite main en bas à droite. Alors, il y a Julie qui nous dit, il faut prévenir que les éléments de mastication sont forts, ça rebute pas mal de gens, mais ça fait plaisir aux chiens. Alors ça, totalement Julie, tu as totalement raison. Généralement, on peut même me dire, ça pue fort. Donc voilà, et on a Justine qui nous dit, les bois de cerf, sabots de veau, os crus, charnus, peuvent-ils être laissés lors de ces absences? Pas de risque particulier. Donc Chloé, je te laisse répondre, mais je pense qu'on est d'accord que ça dépend de la qualité et où tu achètes, en fait, voilà, mais tu avais l'air de dire que ça a beau de veau, ça posait pas trop de soucis sur l'occupation quand on n'était pas là. Ouais, après, je rebondis vite fait sur le commentaire parce qu'il y a une info qui est importante. C'est en effet que si on donne des œufs aux chiens, il faut absolument qu'ils soient crus et charnus. D'un point de vue sécurité, c'est très important cet aspect-là. Donc voilà, petit aparté, parce que je trouve que ça fait sens de le soulever. Et après, ben, je ne peux pas dire c'est absolument aucun danger, vous pouvez y aller, tout va très bien se passer, parce que je vais dire ça et ça va mal se passer. Donc en réalité, mon conseil, c'est donner ça à votre chien, mais soyez présent, regardez comment il se débrouille avec. Et si vraiment, même lui, va prendre l'habitude de mastiquer, de comprendre comment on mastique ces éléments-là, puis petit à petit, bah, il n'y aura pas de danger et vous-même, vous sentirez que vous pourrez le laisser tout seul. Après, il existe aussi beaucoup d'outils de caméra quand on s'absente pour voir son chien et qui sont ultra pratiques. Moi, je m'en sers énormément dans les protocoles Chien de comme chat, on peut préciser, ça fait les absolument. deux un peu. Ouais. Et quand on a plusieurs chiens ou quand on est sur certains protocoles, c'est une arme vraiment précieuse. Et en fait, je trouve qu'au quotidien, c'est un réflexe qu'on devrait un peu avoir de pouvoir aller checker le salon pour voir comment vont nos animaux de temps en temps. Dans la journée, c'est pas si mal. Et quand on veut commencer à travailler les absences et quand notamment voilà, on change de rythme, on a été en vacances, on retourne au travail, etc., ça peut être toujours un peu inquiétant de relaisser ces animaux tout seuls. Et la caméra a un impact quand même assez sécurisant. Et émotionnellement, pour le maître, ça le fait quand même partir de chez lui un peu moins en stress. Donc, ça a aussi un impact sur l'animal fatalement. Donc, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, si on veut être sur une transition et le laisser mastiquer, bah, laissons-le mastiquer, mais on est à côté et puis on a la caméra où on voit un peu ce qui se passe. Canon. Et du coup, les filles, oui, il y a Charlène qui nous dit on peut programmer l'envoi de friandises via la caméra aussi, c'est cool. Bien sûr, ça dépend des marques. Il y a plein de caméras, vous en avez à différents prix, différentes gammes. Il y en a, vous pouvez leur parler. D'autres, c'est des simples caméras de sécurité voilà, que vous pouvez avoir.
Voilà, mais en tout cas, il y a différentes effectivement options. Oui, vas-y Chloé, pardon. Par rapport aux aboiements, parce qu'on avait une question, il y a même des caméras où vous recevez une petite notification quand votre chien aboie. Ouais. Et quand les chiens plaignent, c'est assez bien parce que ça nous permet de vraiment quantifier le temps des aboiements. Et des fois, on a des voisins qui vont nous dire « Oh, mais votre chien, il a aboyé pendant toute votre absence. » Puis en fait, non, il a aboyé 5 minutes, mais toutes les heures. Et c'est vrai que ça donne un effet dans les biais des gens. Il a aboyé tout le temps. Donc, c'est vachement bien et c'est des infos très précieuses quand on fait appel à un éducateur canin, de savoir exactement en notre absence quand est-ce qu'il y a des problèmes, combien de temps ça dure, au bout de combien de temps ça apparaît, au bout de combien de temps ça s'arrête, etc. Donc, les caméras, genre, outil ultra bien. Voilà. Ouais. Et vraiment, pareil pour le chat. Hein. Pareil pour le chat, moi je le recommande beaucoup, souvent quand on a plusieurs chats et qu'on a l'impression que c'est la guerre atomique tout le temps entre eux, souvent je leur dis mettez une caméra, les petites caméras de surveillance, et quasiment tout le temps on me dit mais quand je ne suis pas là, mes chats s'entendent bien, il n'y a jamais de bagarre, et dès que je passe le pas de la porte, bam, il y a des tensions. Et c'est souvent nous qui amenons notre stress, et du coup c'est hyper intéressant parce que les gens se rendent compte de ça. Même si on n'humanise pas les animaux, c'est souvent comme ça avec les enfants. Hein. Tu les laisses ensemble quand les parents, tout va bien. Dès que les parents arrivent, alors on a... Ouais. Et donc, du coup, juste pour terminer, peut-être le conseil idéal, un pour le chien, un pour le chat, vraiment selon vous, pour en cas d'absence, le truc à faire qui est vraiment genre hyper important. Elle est dure ta question. Ouais. Mais elle est importante, genre selon vous. Parce que juste c'est dur. Ouais. Ouais. Pour moi, si je peux, vas-y, tu veux commencer, Marion, ou je réfléchis encore. Je t'en pense. Allez, j'y vais. Alors, pour moi, le conseil, c'est l'adaptation. C'est vraiment de vous adapter à votre animal, de pas vous dire, ok, ben moi je comprends pas, tous les chiens que je croise, ils peuvent rester tout seuls 8 heures et le mien il supporte pas. C'est vraiment de connaître votre animal, de travailler la relation que vous avez avec lui, de vraiment trouver des solutions qui seront pour lui les bonnes. Et les bonnes solutions pour tel chien, ce sera pas forcément les bonnes solutions pour un autre chien qu'on a eu avant dans notre vie ou le chien du voisin. Donc pour moi, le conseil, c'est de savoir vous adapter, de connaître, de comprendre votre animal, de comprendre la cause en fait des problèmes que vous rencontrez. Et bon, en fait, ça fait vachement plus de conseils que un, mais en gros, ce serait adaptez-vous et comprenez vraiment la cause. S'il y a des soucis, allez chercher la cause. Et faites appel à un éducateur si vraiment, vraiment, ça va pas. Amen. Top. Vraiment, pareil. J'ai pas mieux. Pour moi, je crois que c'est pareil pour le chat, parce que j'ai toujours envie de dire, il n'y a pas une situation, c'est tellement plein de chats. Donc, il faut s'adapter à chaque chat, chaque caractère, des fois chaque habitation, chaque rythme de chaque personne. Enfin, c'est pour ça qu'un conseil, c'est tellement dur. Il y a des troncs communs, mais il y a tellement de petites spécificités. Donc, pareil, il ne faut pas hésiter à faire appel à un comportementaliste pour venir étudier un petit peu la situation, donner les bons conseils, mais il faut s'adapter à son chat. Ouais. Et moi, je note le live en disant le chien et le chat, c'est complètement différent. Et en fait, il y a plein il y a plein de trucs. Ouais, c'est là que tu vois qu'il y a quand même plein effectivement de points communs. Et alors, mais comme avec l'humain. Pardon Marion, je t'ai pas entendu. C'est comme avec l'humain. Moi souvent je dis chat et humain, on a plein de points communs, mais on a aussi plein de différences. Et c'est important de bien connaître les différences pour pas faire de bêtises. C'est pareil quand on a un chat et un chien, ils ont des points communs, mais c'est important de connaître aussi leurs différences pour que ça se passe bien entre eux, quoi. Totalement. Et alors les filles, du coup, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut vous retrouver, et notamment si les gens ont des questions, veulent suivre vos actualités, etc., sur quels réseaux on peut vous retrouver? Moi, c'est absolument chat partout. Ah, pardon, vas-y. Vas-y. Moi, c'est absolument chat sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc, voilà, et le site absolumentchat.com, que j'allais oublier quand même. Et bien super, donc on peut se retrouver sur Absolument Chat. Et toi Chloé, en ce qui te concerne? Donc moi ce sera sur Nature de Chien, chaîne YouTube, blog, sur nos réseaux on donne plein de conseils, chaque semaine il y a le conseil de la semaine, il y a plein de contenus gratuits et accessibles et on peut nous contacter via le site, via le réseau, via YouTube, sur Nature de Chien, on trouve tout. Et merci beaucoup du coup, c'était vraiment cool comme
à toutes les deux pour vos nombreux conseils à la communauté brute. Je vois qu'effectivement, il y a déjà des messages très sympas pour vous remercier. Donc, j'ai été ravie de partager cette heure avec toutes les deux. Merci pour votre expertise et vos conseils. Et nous, la communauté brute, on se retrouve mardi prochain à 19 h pour un nouvel épisode de La Touche Animale. Et sachez que vous pouvez retrouver cet épisode dans les jours à venir sur le site internet Whoopets, spécialisé dans les animaux de compagnie. Bye bye à tous. Merci beaucoup et on se dit à très vite. Salut. Salut les filles. Ciao, ciao. Bonne soirée.